Dans les précédents épisodes de cette seconde saison de Mythologie Pokémon, on a pu aborder la division du dragon originel et l'apparition des génies de l'abondance. Ces derniers sont nés pour répondre aux perturbations énergétiques provoquées par l'avènement de Reshiram et Zekrom en rééquilibrant l'écosystème par la violence. La calme et paisible région du Nice fut alors transformée en véritable enfer. Enfer dans lequel les hommes durent s'adapter pour pouvoir survivre. Mais les créatures célestes n'étaient pas leur seule menace. Et il leur fallait aussi se méfier de leurs propres confrères, qui dans l'horreur de la guerre, étaient capables des pires abominations. Poussés dans leur dernier retranchement, ils ont alors marché sur la faune locale, perturbant encore un peu plus l'ordre établi. C'est alors que 3 bêtes se sont réveillées pour leur faire payer le prix de cet affront, bien déterminées à faire reculer l'avancée humaine et à protéger leurs semblables. Ces bêtes, ce sont Cobaltium, Terrakium et Viridium, les lames de la justice. Ces 3 nobles créatures ont un rôle très simple, qui consiste à protéger le monde animal et à combattre l'injustice. Et s'il paraît aussi facilement compréhensible, contrairement à celui de beaucoup d'autres légendaires, c'est parce qu'il est particulièrement explicité dans les jeux. C'est dans Pokémon Noir et Blanc qu'on apprend que Cobaltium, Terrakium et Viridium sont apparus durant un incendie, et qu'ils ont combiné leurs forces pour sauver les créatures qui y étaient piégées. Au même titre que leur histoire, leurs inspirations sont très évidentes, et pour le coup assez peu nombreuses. Car s'ils semblent représenter des animaux à cornes, ces Pokémon sont surtout calqués sur les personnages d'un célèbre roman, Les 3 Mousquetaires d'Alexandre Dumas. Leur ressemblance se ressent à la fois à travers leur design et leur personnalité, à tel point qu'un seul mot permet de les définir. Pour Cobaltium, il s'agit de prestance, à la fois inspiré du cerf, roi de la forêt, et d'Athos, le plus âgé et noble des mousquetaires, il incarne le rôle du leader au sein du trio. Pour Terrakium, il s'agit de puissance. Son apparence évoquant celle d'un taureau et sa force le rattachant au personnage de Porthos, il représente la brute épaisse du groupe. Quant à Viridium, il s'agit d'élégance. Possédant la finesse d'une biche et la coquetterie d'Aramis, il joue le rôle du roublard cachant son habile talent au combat. Si vous connaissez le roman d'Alexandre Dumas, vous savez qu'il existe un 4e mousquetaire. Plus jeune et en quête d'accomplissement, il tire des enseignements de ses 3 confrères. Exubérance, c'est le terme qui conviendrait le mieux à Keldeo. Apprenti combattant à l'apparence de poulain, il est calqué sur le jeune et fougueux d'Artagnan. On n'en parlera que très peu au cours de cette vidéo, mais il était tout de même important d'évoquer son existence, puisqu'il représente en quelque sorte l'accomplissement et la succession du combat des lames de la justice. Cobaltium est de type acier combat et mesure 2m10 pour 250 kg. Terrakium est de type roche combat et mesure 1m90 pour 260 kg. Quant à Viridium, il est de type plante combat et mesure 2 m pour 200 kg. À travers leur type, on peut donc voir une référence à leur rôle de combattant et à leurs différentes aptitudes physiques et mentales. L'acier rappelant la droiture et l'immuabilité, la roche représentant la force et la brutalité, et la plante symbolisant la grâce et l'agilité. Dans leur design se cachent des éléments empruntés à la tenue traditionnelle des mousquetaires. Les plus facilement reconnaissables sont les bottes et les plumes portées par les 3 Pokémon, mais ils présentent aussi individuellement des accessoires plus discrets. Pour Cobaltium, il s'agit de sa fourrure blanche sous forme de jabot, un accessoire en dentelle se portant devant la poitrine, très prisé durant le XVIIe siècle. Pour Terrakium, il s'agit de la garde présente sur son crâne et des stries ornant son corps, qui font référence aux rapières très ornementées de l'époque. Quant à Viridium, il s'agit simplement de la forme de sa tête qui rappelle celle des chapeaux tricornes portés par les mousquetaires. Mais les ressemblances vont au-delà des apparences et se retrouvent même dans leur gameplay, qui tourne autour de l'entraide et du combat à l'épée. Ainsi, on peut leur trouver des capacités telles que vengeance, coup de main et prévention, destinées à être utilisées en équipe, et des techniques comme danse-lame, lame de roc ou lame-feuille, rappelant leur statut d'épéiste. Quant à l'âme sainte, leur attaque signature, elle représente leur combat contre le mal d'un point de vue religieux. Il en est de même pour leur talent cœur noble, qui augmente leur attaque pour chaque capacité de type ténèbres qui les touche. Leur nom fait à la fois référence à leur couleur et à leur type. La base de Cobaltium est cobalt, un métal utilisé dans l'Antiquité pour teinter le vert en bleu, celle de Terrakium est terra, qui signifie terre en latin, et celle de Viridium est viridis, signifiant vert dans la même langue, et utilisée comme épithète d'une grande variété d'espèces végétales. En anglais et en japonais, ces bases sont suivies du suffixe ion, faisant référence au mot champion, mais en français, on a préféré utiliser le suffixe ium, généralement apposé aux éléments chimiques. On a ainsi mis en avant leur aspect élémentaire plutôt que leur statut de combattant. Et en parlant d'éléments, il est possible d'effectuer un dernier lien, cette fois-ci avec le taoïsme. Dans cette doctrine chinoise qui semble avoir inspiré de nombreux aspects de la 5e génération, il est dit que l'interaction entre le yin et le yang a donné naissance aux 5 mouvements de l'énergie.
Ces mouvements ont pris le nom de 5 éléments représentant les 5 phases d'un même cycle et sont alors représentés par le métal, qui correspond à cobaltium, la terre, qui correspond à terrakium, le bois, qui correspond à viridium, l'eau, qui correspond à keldeo, et enfin le feu, qui correspond à l'incendie ayant donné naissance à ces Pokémon. On peut ainsi remarquer l'opposition entre l'eau et le feu comme point culminant du yin et du yang, marquant la fin et le début d'un cycle en perpétuel mouvement. Bien que le rôle de ces Pokémon soit particulièrement facile à cerner, il n'en soulève pas moins des interrogations. Et pour bien saisir le contexte de leur avènement et mesurer l'impact qu'ils ont eu sur la guerre, il va d'abord falloir se pencher sur l'élément déclencheur de leur apparition, le comportement des hommes. C'est un point que je n'avais pas encore abordé, mais qui reste d'une importance capitale, car si le combat idéologique des rois jumeaux pouvait ressembler à un duel familial, dans la réalité, il avait emporté des milliers d'hommes. Durant le règne du roi père, Unis vivait dans l'harmonie. Son autorité et sa justesse avaient poussé les hommes au respect mutuel et au respect de leur environnement. Mais cette époque n'était aujourd'hui qu'un souvenir lointain, car ses 2 successeurs avaient plongé le pays dans le chaos. Malgré les avertissements du Conseil royal qui avait cherché à endiguer la situation, les rois jumeaux sont restés obstinés, et leurs sentiments ont eu raison de leur conscience. En divisant la tête du pays, ils ont alors provoqué le déchirement du dragon originel et entraîné de graves perturbations dans l'énergie de la région. Mais la plus grande des ruptures, qui a aussi été la plus silencieuse, fut celle suscitée au sein du peuple. Et c'est de cette rupture qu'est née la guerre d'Unis. Une guerre civile dévastatrice qui a su s'envenimer avec le temps. À ses débuts, beaucoup d'hommes sont restés dans l'incompréhension et la neutralité, espérant voir un retour au calme et à la lucidité. Malheureusement, il est impossible de garder un pays stable quand ses propres dirigeants tentent de s'entretuer. Ainsi sont nées les premières tensions déclenchées par une poignée de fanatiques. Des hommes prêts à défendre la cause de l'idéal ou de la réalité, quitte à marcher sur leurs propres confrères. Suite à ces premiers affronts, un climat de méfiance s'est installé. Chacun se demandait si son voisin pouvait être un allié ou un adversaire potentiel, et la neutralité perdait petit à petit sa raison d'être. Dans ce contexte, rejoindre une idéologie était la meilleure manière de se protéger, là où les citoyens neutres étaient finalement massacrés par les 2 camps. Et les dernières personnes à vouloir rétablir la paix et l'équilibre étaient alors contraintes de se ranger ou de cacher leurs véritables ambitions. La vie à Unis devenait de plus en plus difficile à mesure que le temps passait. En plus d'être confrontés à la folie meurtrière de leurs prochains, les hommes devaient faire face à la puissance des dragons. Et il était assez courant pour Reshiram et Zekrom d'emporter leurs propres alliés chaque fois qu'ils déployaient leur pouvoir de manière incontrôlée. Quant aux génies, qui cachaient leur malice derrière leurs nuages, ils faisaient en sorte de rendre leur vie encore un peu plus misérable. Et les hommes, qui étaient alors poussés dans leur dernier retranchement, voyaient leur instinct prendre le pas sur leur morale et leur empathie. Et ils étaient désormais capables des pires abominations, tant que ces dernières pouvaient leur donner un espoir de survie. Tout en se raccrochant à leur idéologie, ils ont commencé à capturer les espèces de Pokémon à portée de main. Ces créatures devaient pouvoir servir d'armes, d'outils ou de nourriture dans les situations les plus extrêmes. Le dressage s'est alors démocratisé dans tout le pays et très rapidement imposé comme une pratique indispensable. L'exploitation du pouvoir de ces créatures demeurait une véritable avancée et refuser de la prendre en considération pour des raisons morales était le meilleur moyen de perdre la guerre. Immanquablement, les affrontements se sont intensifiés, poussant les populations urbaines à fuir les villes, désormais plus faciles à assiéger. C'est ainsi que les offensives se sont changées en traques et que les contrées sauvages se sont transformées en champs de bataille. Les plaines et les forêts ont alors connu le goût du sang et l'odeur des cendres, et la faune locale en a grandement pâti. Mais la folie des hommes fut stoppée net le jour où la nature elle-même décida de purifier ces territoires. Ce jour-ci, les affrontements incessants avaient provoqué un feu de forêt, piégeant tous les Pokémon trop faibles pour fuir le brasier. Et alors que tout semblait perdu pour eux, 3 bêtes majestueuses avaient jailli des flammes pour leur venir en aide. Ces bêtes ne semblaient ni apeurées, ni désorientées face à la catastrophe. Au contraire, elles avaient l'air particulièrement déterminées à mener leur mission à bien. Pendant que la plus massive d'entre elles, Terrakium, commençait à détruire les souches enflammées, la plus agile, Viridium, s'est lancée à travers l'incendie pour sauver les Pokémon piégés. La troisième, Cobaltium, avait l'air plus stoïque. Elle semblait faire valoir son autorité pour rassembler les Pokémon rescapés et les guider hors de la forêt. À elles 3, elles avaient épargné de nombreuses vies. Mais à en croire leur détermination toujours présente, leur mission n'était pas encore terminée. Bien que ce sauvetage puisse leur donner un air bienveillant, Cobaltium, Terrakium et Viridium n'en restaient pas moins de féroces combattants. Et une fois que les créatures de la forêt furent abritées, ils se ruèrent frénétiquement sur les hommes encore présents. Leur but était maintenant de les faire disparaître et de faire en sorte qu'ils ne reviennent jamais. Et s'ils devaient résister, ils n'auraient aucun scrupule à les anéantir. Mais les hommes furent tellement pris de court par ces bêtes vengeresses qu'ils n'eurent aucun autre choix que de quitter la forêt, pour ceux qui étaient encore en état de le faire.
Par la suite, les survivants rapportaient cet événement à leurs semblables, expliquant que mettre les pieds sur ce territoire était désormais beaucoup trop dangereux. Cependant, ce qu'ils ne savaient pas, c'est que ces bêtes allaient continuer de les traquer. Elles étaient bien déterminées à poursuivre leur combat et à libérer les Pokémon qu'ils avaient réduits en esclavage. Arpentant les villes de la région à la recherche de créatures en détresse, elles sont donc venues priver les hommes de leurs nouvelles pratiques. Ces derniers ont bien évidemment tenté de les repousser, mais ils se sont vite rendus compte de leur incapacité à les contenir. La force de Terrakium était telle qu'il pouvait détruire des cloisons et des murs protecteurs. Viridium, lui, neutralisait les combattants les plus aguerris avec une facilité déconcertante. Quant à Cobaltium, il avait le pouvoir de rallier les Pokémon dressés et de retourner leurs forces contre leur propre maître. Les lames de la justice ont sévi durant toute la durée de la guerre, libérant ainsi un nombre considérable de créatures. Mais dès lors que les tensions se sont apaisées, elles ont cessé d'intervenir. On raconte néanmoins qu'elles ont toujours gardé un œil sur les hommes, prêtes à recroiser le fer s'ils devaient retomber dans la folie. Pour autant, certains Pokémon sont restés fidèles aux humains, en les aidant à reconstruire le pays. Et ainsi, la pratique du dressage fut conservée. Mais malgré son usage désormais pacifique, les partisans de l'ancien régime la voyaient toujours d'un mauvais œil. Voilà, c'est la fin de ce 3e épisode consacré aux lames de la justice. J'espère qu'il vous aura plu, et si c'est le cas, n'oubliez pas de le liker, de le commenter et de le partager. Je vous laisse tous mes réseaux en description ainsi que mon Tipeee si vous voulez me soutenir, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!